Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous nous retrouvons pour la libre antenne après une soirée animée. Notre numéro d'appel, bien sûr, le 39 21, et c'est votre tour de vous exprimer sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, un beau ciel a régné presque partout aujourd'hui. Qu'avez-vous fait? À quoi avez-vous rêvé? Qu'est-ce qui vous a ému ou bien énervé? Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Voilà, comme d'habitude, on va parler, on va bavarder ensemble pendant 2 heures. La ligne est à vous, le 3921. Vous connaissez bien sûr le principe de l'émission. Vous appelez, je réponds, et on réfléchit ensemble à ce que vous traversez. Tous les avis sont les bienvenus, on n'est jamais de trop pour débattre, donc vous pouvez soit intervenir directement à l'antenne en appelant le 3921, mais aussi par SMS 7 39 21, en commençant par le mot nuit, ou bien par mail sur notre site europe1.fr. Et puis j'en profite pour remercier Fabrice qui réalise pour vous cette émission, ainsi que Corentin qui va vous accueillir tout au long de cette soirée au standard. Et nous allons commencer avec Lina. Bonsoir Lina. Oui, bonsoir Caroline. Vous voilà à l'antenne là, d'un seul coup projeté. Voilà. Alors j'appelle parce que j'ai perdu une mère qui a été très maltraitante. Oui. Et je suis très troublée parce que c'est comme si j'étais endeuillée. Et enfin, mais vous l'êtes. Ah. Oui. Même si elle vous a maltraité, même si bien sûr elle n'a pas été à la hauteur de ce que vous pouviez attendre d'une maman, elle a été votre mère. On n'a qu'une seule mère. Et vous devez faire le deuil même de cette mère telle que vous l'avez rêvée. Alors, si vous me racontiez un petit peu votre histoire, Lina. Eh bien, j'étais l'aînée. Oui. Nous étions 3. Elle a été une mère très affectueuse et a choyé la seconde. Oui. Et elle a été une mère maltraitante par négligence pour la troisième. Oui. Et vous? Et moi, j'étais l'aînée et alors... D'abord, elle m'a mis au travail très rapidement. À 6 ans, une grande cousine me disait que je faisais déjà la vaisselle. Ah, carrément, oui. Et nous faisions le ménage très régulièrement. Et j'étais chargée d'aller faire les courses, de préparer les légumes. Enfin, ça m'a donné l'habitude de travailler rapidement. Ouais, je sens que vous êtes en pleine émotion malgré tout quand vous en parlez. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez travailler? Parce que, bon, bien entendu, aujourd'hui, vous savez, on demande quand même aux petits de mettre un peu la main à la pâte. C'est normal. Alors, il y a une différence entre mettre le couvert, par exemple, pour apprendre aux enfants à participer, et ce qu'on vous demandait à vous. Non, elle ne supportait pas que je lise, donc oui, donc il y avait toujours quelque chose à faire, qu'il s'agisse de faire le ménage, de plier le linge, d'aller faire les courses. Et en même temps, je ne me suis jamais considérée comme une Cosette. Ouais. Elle était tellement... D'abord, elle nous a fait croire pendant des années qu'elle était cardiaque. Oui. Donc... vous aviez à cœur de la protéger. C'est ça.
C'est exactement ça. Même adulte, même jeune mère de famille, je lui ai d'ailleurs procuré je lui ai trouvé du travail. C'était un peu inversé. En fait, les oui. choses. C'est vous qui lui avez servi qui était chargé de la protéger. Oui. Mm. Ouais. Oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui, Lina? Bon, j'ai 68 ans. Ouais. Bon, mais j'imagine qu'entre-temps, vous avez vécu. À quoi ressemblait votre vie? Eh bien, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que nous avions un père alcoolique très violent. Ouais. Donc, d'un côté, une mère qui a été violente et maltraitante à mon égard. Elle m'enfermait dans une cave. Et j'avais peur du noir. J'avais très peur du noir, si bien que même à 50 ans, j'avais encore les bras qui se hérissaient quand j'en parlais. Maintenant, ça y est, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'était fini. C'était fini depuis déjà quelques années. Est-ce que vous vous êtes fait aider? Ah oui. Oui. J'étais en analyse, j'ai fait des psychothérapies. Est-ce que vous-même, vous avez construit une famille? Ah oui. Oui. Oui, je suis très... J'ai 4 enfants. Waouh, c'est beau ça, bravo. Oui, j'ai eu à cœur de me rendre disponible quand mes belles-filles ou mes filles étaient jeunes mamans, parce que je savais que ça peut être très difficile d'être sur la brèche en permanence. Et alors, quand vous êtes devenue mère vous-même, quelle a été la réaction de votre maman? Ça, c'est un vaste sujet. Oui, c'est encore une grande souffrance parce que pas une minute, à aucun moment, elle ne m'a accordé ni attention, ni un peu d'aide, ni quoi. Elle s'est manifestée jamais? Non. Non? Ou alors elle venait me voir, mais elle ne regardait pas les enfants. Ouais. Et même lorsque j'étais complètement dépassée. Comment vous expliquez cette indifférence et j'ai envie de dire presque cette jalousie à votre égard? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de ma faute. Bien sûr, comme tous les enfants. Tous les enfants, quand les parents sont maltraitants, pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas été assez gentils, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des parents, parce qu'ils n'ont pas fait assez bien ci, assez bien ça. Ça, c'est la réaction première. Mais aujourd'hui, vous avez une autre grille de lecture. Je crois que je suis entreprenante quand même. Je ne reste pas... comment dire ? J'ai besoin, même lorsque je ne me sens pas bien, je ne reste pas. Je fais beaucoup de choses. Oui. J'ai besoin. Vous restez très vitale. Oui. Alors, je peux vous demander, votre mari, Lina, comment ça s'est passé? Parce que vous avez parlé d'un père alcoolique et vous-même, est-ce que vous avez été plus heureuse? J'espère. Je pense que j'ai été plus heureuse parce que je n'ai jamais accepté je n'aurais pas accepté qu'il lève la main sur moi, par exemple. Bien sûr. Mais j'ai quand même, avec le recul, il est décédé. Oui. J'ai été sous emprise. Ah. Mais j'ai quand même été plus heureuse. Oui, plus heureuse et j'aurais... Bon, évidemment, aujourd'hui, avec le recul, il y a des choses que je n'aurais pas dû accepter, mais bon, c'est le passé. Et j'ai compris que, en fait, que si j'avais été sous emprise, c'est que ça datait de... Là, vous aviez l'habitude de l'être. Alors, voilà. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que votre maman a été une femme battue? Parce que vous avez dit, je n'aurais pas supporté que mon mari lève la main sur moi. Ce qui suppose que peut-être votre mère l'a été. Oui. À certains moments, oui.
mais c'était pas régulier. Mais enfin, c'était quand même inadmissible. Et notre père l'appelait pousse au crime. Mm. Ça veut dire qu'elle avait cette caractéristique de... Enfin, c'était terrible. Même lorsqu'elle savait que c'était pas le moment, il fallait qu'elle ait le dernier mot. Oui, Elle ne s'arrêtait jamais. D'accord. Elle ne renonçait jamais quand elle avait... Elle mettait les gens à bout. Ah oui. D'accord. Et vous, alors, est-ce que vous avez réussi à partir de la maison? Comment vous vous êtes émancipée? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Moi, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que j'ai aimé l'école. Oui. J'ai pu faire des études. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Lina? Lettres. Oui. J'ai fait lettres et ensuite j'ai fait de la médiation. Ah. Voilà. Donc. Tout ça en ayant 4 enfants. Oui. Mais sur le tard. Bien. Alors, petite question. Je peux vous demander ce que vos sœurs, je crois que vous avez 2 sœurs, c'est ça? Oui. ont fait? Eh bien, la dernière elle a fait des études de lettres aussi, mais elle a mené une vie très, je veux dire, un peu en marge. Oui. Elle a un seul enfant. Et la seconde a été dans l'enseignement aussi, avec une fille. Et celle qui s'en est le moins bien tirée, c'est la dernière. La dernière, celle qui a subi l'indifférence de votre Voilà, mère. c'est ça. Ouais. Donc, vous avez été face à une hostilité. La deuxième, qui est professeure, c'est ce que vous avez dit, je crois, Oui. qui a été un peu la préférée, on peut dire, puisque vous disiez qu'elle était, votre mère regorgeait d'affection pour elle. Donc, la troisième qui a assisté à ça et qui était la plus petite, c'est peut-être celle qui l'a le moins bien supporté. Alors, est-ce que je peux vous demander, vous, aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec vos sœurs ? Eh bien, la seconde a coupé les ponts avec sa famille pendant 25 ans. Ah bon ? Oui. Enfin, avec peut-être pas 25, mais une vingtaine d'années. Et comment dire ça, je comprends, enfin je ne la connais donc pas vraiment. Enfin, vous avez eu peu de rapport avec elle. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la dernière ? Et la dernière, on n'a pas des rapports très proches, bien que je la vois plus régulièrement. Et comme les deux se disputent beaucoup actuellement depuis le décès et un peu avant déjà, c'est assez pénible parce que il faut que je fasse, comment dire, que je fasse la part des choses en fait entre toutes les deux. D'accord. Bon. On y peut. En fait, on n'a pas été des sœurs proches. Non, et puis j'ai l'impression que votre mère a plutôt pratiqué je divise pour mieux régner. Ah oui, c'est ça. Ça a été très très forte. Vous avez été de plein fouet prise là-dedans, parce que vous parliez tout à l'heure aussi de relations d'emprise, mais bon, tout ça n'était pas indifférent. Est-ce que votre mère travaillait, Lina ? Eh bien, elle a travaillé après le divorce. Oui, elle a divorcé quand même. Oui. Mais elle ne gardait pas son travail. Elle l'a gardé à la fin parce que c'était elle travaillait dans l'entreprise de la famille de mon mari. Donc c'était un peu délicat, mais en même temps, ça lui a permis d'avoir un travail qu'elle a gardé. Voilà, et puis d'avoir une aide financière, j'imagine aussi. Exactement. Dites-moi, Lina, votre maman est partie il y a combien de temps ? Il y a 4 mois maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Je
suis très surprise que ce soit tout ce toutes les difficultés que nous avons rencontrées qui remontent. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Et que vous ne l'avez pas dit, j'ai l'impression. Lina? Oui. Eh bien oui, c'est pas une question facile. Ma plus jeune sœur lui a demandé des comptes. Oui. Et par exemple, pourquoi elle avait été si injuste et si elle avait été si proche de la seconde. Et notre mère lui a dit, mais elle demandait beaucoup. Oh. Ce qui était ce qui était peut-être vrai, mais on aurait pu lui demander, et moi j'aurais pu lui demander, elle n'aurait pas entendu, elle n'entendait pas. Alors qu'est-ce que j'aurais pu lui dire que je ne lui ai pas dit? Oui. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu, vous, d'explication, parce que vous aussi, vous avez demandé, tous les enfants sont extrêmement demandeurs. Ils ne le formulent pas, mais ils sont dans l'expectative, ils sont dans l'attente. Et puis spontanément, ils le manifestent. Notre mère, enfin ma mère disait à ma belle-mère que j'avais été une petite fille parfaite. Ah, donc elle vous a reconnu des talents. Oui, mais... Mais elle l'a pas dit à vous. Non. Et puis je n'aurais pas aimé, j'aurais préféré avoir des moments de légèreté et de... Ouais. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas aimé être parfaite. Voilà ce que je... Oui, bien sûr, et puis vous auriez aimé surtout peut-être même l'affronter. Mais j'ai l'impression que vous ne vous êtes jamais parlé vraiment toutes les deux. Non, jamais. Vous avez fui? Enfin, quand je dis fui, c'est-à-dire vous avez évité le conflit, vous n'avez pas voulu entendre ses explications, vous avez eu peur de la peine que ça pourrait susciter? Ça, c'est vrai que j'évite le conflit. Ouais. Bah, vous avez appris à vous faire toute petite. C'est peut-être pour ça aussi. Pour ne pas l'indisposer, pour la satisfaire. Moi, je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle était cardiaque. C'est vous qui avez veillé sur elle. Ça, lorsque les parents... Lorsque les parents se laissent prendre en charge par les enfants, ce sont les enfants qui sont parentifiés, comme on dit. C'est vous qui avez joué le rôle de parent pour elle. Donc elle a toujours fait un peu peser sur vous une menace. Occupe-toi de moi, sinon je risque d'être malade. Donc vous avez pensé que c'était de votre faute. J'ai pensé que si j'étais parfaite, ou par exemple, si je priais beaucoup, notre père cesserait de boire. Ou ne boirait pas. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Alors c'était assez difficile parce que j'étais prise entre deux. Par exemple, notre père faisait les marchés, mais ne travaillait pas régulièrement, donc il manquait beaucoup. Oui. Et petite fille, je l'accompagnais le jeudi et le samedi dans ses tournées en espérant qu'il ne boirait pas. Et parfois ça marchait, mais parfois ça ne marchait pas. Alors, petite question. C'était très lourd, c'était très pesant. Est-ce que vous vous êtes demandé si votre mère était heureuse? Visiblement pas. Mais est-ce que vous l'avez, enfant, essayé de la soulager par rapport au traitement violent que pouvait lui infliger votre père? Une chose est sûre, et ma cousine, qui a 12 ans de plus que moi et qui les connaissait, qui a assisté à leur première rencontre. Il y avait de l'amour entre eux. Ah bon? Malgré tout. Oui, c'était très curieux.
C'était un couple infernal, mais ils s'aimaient. On était quand même dans une relation bourreau-victime, Oui. en sachant que la victime est toujours consentante. Ah, oui. Oui, mais ça, Eh quand oui. on est petit, ça, on se rend pas. La seule chose dont on a eu conscience, toutes les trois, c'est que on voulait être intelligente pour ne pas lui ressembler, parce que à certains moments, elle se focalisait sur des détails insignifiants et elle fomentait des histoires des montagnes. Mais vous savez que c'est une question intelligente que vous vous posez. Et si votre mère n'était pas si intelligente que ça? Je le crois. Ouais, c'est peut-être le fond du problème, peut-être qui fait que elle s'est pas forcément posé les questions, elle s'est pas rendue compte, elle n'a pas réalisé ce qu'elle faisait, parce que ce que vous décrivez, en fait, ça décrit quelqu'un de très impulsif, mais qui ne réfléchit Oui. pas forcément beaucoup. Bon, Lina, qu'est-ce que vous aimeriez entendre de sa part? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? En dehors du fait que vous étiez parfaite. Tout à l'heure, je vous demandais qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire, mais qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Je vous écoute. Ben, peut-être. Oui. Peut-être qu'elle pouvait regretter de. Voilà, c'est ce qui vous a manqué. Je crois que finalement, elle. Je ne sais pas si une mère. Enfin, je crois qu'elle était jalouse. Au fond. Ah, voilà. Mais oui, vous étiez l'aînée, vous étiez sa fille, sa première fille, et peut-être qu'elle vous a perçue comme une rivale. Alors pas tout de suite, pas quand vous étiez toute petite. Je pense que d'abord elle vous a fait peut-être payer le fait d'être là. Voilà, tu vas faire les courses, tu vas faire ci, tu vas faire le ménage, tu vas tout de suite savoir ce que c'est qu'être une femme. Et comme c'est dur. Et puis ensuite, peut-être qu'elle a vécu votre émancipation. Oui, sous le mode de la jalousie. En tout cas, visiblement, ça laisse un vrai trou. C'est vrai. Alors, ça laisse un vide, ça laisse un poids. Ouais. Moi, ce que je vous conseille, Lina, c'est de lui écrire ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous soulager, c'est de lui écrire une lettre, la lettre de tout ce que vous ne lui avez pas dit. Et puis, peut-être, elle est enterrée, elle est au cimetière. Oui. Voilà. Et d'aller lui lire cette lettre là où elle repose désormais. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait. Ou peut-être non, je l'ai pas fait. Et peut-être qu'on vous l'a déjà conseillé. Voilà. Mais ça serait une bonne chose. Et je pense que ça pourrait peut-être vous aider, ou en tout cas soulager une partie. Le dire, le lire à voix haute. Parce que, bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe après, ni où elle est. Mais c'est en tout cas un acte symbolique, et c'est un acte symbolique fort, qui pourrait vous aider à vous libérer et à éprouver ce deuil, et puis à pleurer les larmes que vous avez besoin de pleurer. Non, je vais le faire. Voilà. Essayez ça. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup. Au revoir et bon courage. Au revoir. Au revoir. Et voilà une bien jolie chanson. Nous allons accueillir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Alors, vous nous appelez, vous avez l'impression de ne plus rien attendre de la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, je sais pas comment expliquer ça, j'ai l'impression d'être mort à l'intérieur, j'ai plus de sentiments, pas de peine, pas de joie, pas d'envie. Est-ce que ça s'appellerait pas de la déprime? Alors j'ai une déprime qui dure depuis 20 ans. 20 ans, oui, ça fait beaucoup tout de même. Mais ça fait 20 ans que vous êtes dans cet état-là, non? Oui, à peu près. Quand même. Donc, en ce moment, je suis séparé de ma femme depuis 4 ans. Je suis retourné chez moi en Moselle pour m'occuper de mon père qui est en fin de vie.
Bon, mon père est parti maintenant, ça va faire un mois qu'il nous a quittés. Et après, bon, c'est vrai que ça a fait un grand vide parce que je me suis occupé de mon père pendant presque H24, on va dire. Oui. Hein, avec un grand plaisir d'ailleurs. Hein. Mais après, bon ben, maintenant, j'ai l'impression que tout est vide, j'ai plus rien. J'ai l'impression de servir à rien. Mais quel âge avez-vous, Daniel? Je vais avoir 56 ans. Mais vous êtes jeune? Ah, bah oui, je sais. Ouais, bah comment ça, ne plus servir à rien? Alors, vous avez dit que vous étiez séparés. Vous êtes séparés il y a 4 ans, c'est ça? Oui. J'ai bien entendu. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Disons que je vivais avec une femme, ma femme, qui était malheureusement bipolaire. Ah, ouais. Je le savais quand je l'ai épousée. Oui. Hein. Et il y a, bon, ça fera 4 ans au mois de... On se rapproche du téléphone. Hein. Ça fera 4 ans au 1er juillet, et elle m'a dit « Je t'aime, mais on divorce ». Je t'aime, on divorce, voilà. Voilà, et moi je lui ai dit « Je t'aime, ok ». Ah bah, il y avait... C'est vrai que c'est bizarre à dire. Ouais, pardon, hein, mais il y avait un sketch de Guy Bedos comme ça. Ah d'accord, je ne savais pas, non. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je t'aime, je pars, tu peux comprendre. C'est à peu près ça. Ma femme m'a dit, pour moi c'est toujours ma femme. Oui. Pour moi ça sera toujours ma femme jusqu'au bout. M'a dit quand je faisais plus de mal à rester ensemble, qu'elle me faisait plus de mal que de bien à rester ensemble. C'est vrai que c'était pas tous les jours évident. Oui. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que, je sais pas, que j'ai besoin d'aider quelqu'un ou de faire quelque chose. Ah, vous avez besoin de prendre l'autre en charge. Peut-être, je pense que peut-être indirectement, c'est peut-être ça. Mais bon, je pense que ça vient aussi, que c'est peut-être plus profond. Je pense que c'est quand j'étais... Elle avait besoin de vous. Vous aviez besoin qu'elle ait besoin de vous? Et moi, j'avais besoin d'elle. Bien sûr, pour pouvoir l'aider. Et puis, disons que c'était, oui, pour l'aider. Pas que pour l'aider, je pense que j'ai besoin d'elle pour mon équilibre à moi aussi. Oui, vous l'aimiez tout simplement. Dans quelles circonstances vous vous étiez rencontrés? Dans une soirée, un anniversaire du parrain de mon fils. Ah, d'accord. Donc vous avez eu des enfants ensemble? Non. J'ai entendu du parrain de mon fils. J'ai un fils, oui. Je vous ai téléphoné, je sais pas si c'était vous, il y a une dizaine d'années en arrière, un rapport à mon mon ex-concubine, la mère de mon fils, qui était partie du jour au lendemain avec. Et puis je le recherchais, c'est bon, il s'est retrouvé il y a 2 ans. Ah, c'est incroyable ça. Il aura 20 ans le 19 juillet. Oui. Bon, c'est aussi une catastrophe parce que lui, c'est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. Non, un enfant, c'est jamais une catastrophe. On peut toujours... Si, lui, si. Ouais, mais c'est jamais une catastrophe définitive, alors on va dire. J'espère qu'il sortira de toutes les choses dans lesquelles il est. Vous vous en occupez, Daniel? Disons que, en parlant franchement, je l'ai mis dehors il y a presque 1 an. Oui, mais quelquefois, c'est une bonne façon de s'en occuper aussi. Parce que mon papa est gravement malade, le SAMU qui venait souvent, et puis il avait des produits illicites à la maison. Oui, mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que ça va l'aider à comprendre et puis il va forcément revenir vers vous. Aujourd'hui, il m'a envoyé un bonne fête papa. J'ai dit, oh, quel miracle. Non, pas du tout. Quelquefois, c'est salutaire de se montrer ferme. Souvent, les parents hésitent à le faire parce qu'ils se disent qu'après, leur enfant ne les aimera plus. Mais les enfants ne demandent que ça, des limites, qu'on leur mette des limites, à condition qu'elles soient pas comme ça complètement inintelligentes et illisibles. Mais les enfants ont besoin de limites, c'est ce qui les structure. Alors, si vous l'avez pas vu pendant un certain nombre d'années, peut-être que ces limites, on les lui a pas mises. Alors, je l'ai vu la dernière fois, il avait 18 mois, et j'ai récupéré à 17 ans et 10 mois. Ouais. Donc, pendant plus de 16 ans, pendant 16 ans, je ne l'ai pas vu. Mais c'est quand même très bien de l'avoir récupéré, puisque bonne fête papa, ça veut dire que vous êtes son père. Hein. En tout cas, il vous le signifie, là, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et que vous existez dans sa vie, et que vous comptez pour lui. C'est ça que ça veut dire. Disons que, je l'appelle toujours mon petit con, parce que pour moi, c'est mon petit con. Hein. Je vais pas donner son prénom à l'antenne. Non, mais vous me faites sourire.
Ah oui, mais bon, c'est mon petit con. Et malgré que je l'ai mis dehors parce qu'à un moment, il m'a tellement poussé à bout avec toutes ces conneries et tous ces trucs que je l'aurais tué. Ouais, ouais. Mais Parce que bon, quelquefois, ceux qu'on aime le plus, on a envie de les massacrer. Ça s'appelle ah non, mais l'ambivalence. oui, tout à fait. Mais comme je veux dire, moi, en plus, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries. Bon, j'en lui en ai parlé. Bon, j'ai dû m'engager pour pas aller en prison. Hein. Ah, Et je me suis engagé des gens pour pas aller en prison. quand même. Oui. Ben oui, mais je regrette pas. Non, parce que ça vous a formé. Ça a fait ça a fait de moi, je pense, un homme. Ah, ouais. Hein. Et un homme, excusez-moi de ce que je veux dire, mais dans le grand sens du terme. Je vois de quoi vous parlez. Mais le problème c'est que aussi, je suis un homme peut-être, mais quelque part, bon, des fois j'ai l'impression d'être rien du tout. C'est bizarre, c'est un peu ambivalent comme truc aussi. Et comme je dis, mon papa est parti il y a un mois. Ouais. Je n'ai pas versé une larme. Mm. Mais vous êtes encore en état de choc. Non, je suis content qu'il soit parti. Pour lui? Pour lui, puis aussi peut-être pour moi, parce que je ne vivais plus, j'avais plus de vie sociale, Oui. donc je ne travaillais plus. Hein. Je me suis retrouvé malheureusement au RSA parce que je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Hein. Après, on m'a dit que j'ai fait un dossier pour être une personne aidante à domicile et tout, mais bon, entre-temps que le dossier se fasse, mon père est parti. Ah. Mais vous l'avez aidé. Je pense que vous Oui. en avez les compétences et les capacités. Il y a beaucoup d'humanité dans votre voix. Oui, mais c'est un paradoxe, parce que autant je comprends pas, c'est que autant chez moi j'ai, on va dire, de l'humanité, je dirais même pas de l'amour, mais de l'humanité, et autant je peux être la pire des enflures. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Daniel? C'est drôle de parler de soi comme en ces termes. Parce que je suis comme mon père. Mon père, c'était une enflure, mais je l'aimais. Parce que c'était votre père. Ouais, puis mon père, c'était un homme, un vrai aussi. C'est quoi pour vous un vrai homme? Un homme, c'est pour moi, un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il est et ce qu'il fait. Ouais. Et vous trouvez que votre père assumait? Mon père a tout assumé. Mon père, c'est un ancien, il aurait eu 89 ans. C'est les 2 derniers cancers qui l'ont achevé. Ouais. Mais c'est un battant. Il a jamais dit amen devant personne, même devant tous les cancers qu'il a eu, parce qu'il en a enfin 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il a jamais renoncé. Il s'est battu. Non. Il s'est battu jusqu'au jour où mon frère, ma soeur et moi, on lui a dit, papa, si tu veux lâcher, lâche. Le pauvre. Mais c'est quand même très difficile de dire à son père, je te donne l'autorisation de mourir. Bah, vous croyez qu'il le savait pas? Je crois, non, je pense que nous, on avait besoin de lui dire, et je pense qu'il avait besoin de l'entendre. Vous avez donc des frères et sœurs. Et alors, Oui. comment ça se passe avec eux? Oh là! Quel Voilà. soupir! C'est, Quel soupir! comment vous dire, s'ils n'étaient pas là, je m'en porterais pas plus mal. Ah oui, donc ce sont des relations conflictuelles. Bah, avec mon frère, moins, parce que mon frère et moi, on est à peu près pareils. Sauf que mon frère a 3 ans de plus que moi. Ma sœur, c'est mon jumeau. Vous êtes jumeaux tous les deux? Oui, mais on s'entend pas du tout. Bon, alors expliquez-moi, Daniel, qu'est-ce qui a fait que ce soit vous qui vous occupiez de votre père et que ce soit vous qui le preniez comme ça totalement en charge et que, enfin, vos frères et sœurs vous ont aidé ou j'ai l'impression qu'ils ont été Non. beaucoup plus absents? Non, ma sœur prenait mon père le dimanche de temps en temps pour qu'il vienne manger avec. C'est tout. Hein, ou sinon, il passait 1 heure de temps en temps à la maison. Ouais. Hein, mon frère, lui, pas grand-chose. Mon frère, ma sœur, elle a voulu s'occuper de sa famille, elle avait gardé le boulot. Moi, j'étais revenu ici, j'étais en instance de divorce et tout, donc elle a dit, comme le papa était malade, que je pouvais m'en occuper. Donc, je suis revenu ici, j'avais trouvé du boulot, donc j'ai arrêté de travailler. L'appartement que j'aurais dû prendre ici, je l'ai pas pris, donc je vivais dans la maison familiale. Oui. Hein. Et, disons que après, c'est sûr qu'il n'y avait pas de loyer à payer, pas de trucs comme ça, bon, soit. Hein. Mais ma sœur m'a dit, de toute façon, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, carrément. Voilà.
Ouais. Il y a plein de choses que j'apprécie pas. Hein. Comme. Comme par exemple, mon père s'est cassé le col du fémur il y a 1 an à peu près. Ouais. Hein. En plus de toutes ces cancers. Et en plus de ça, il a fait un AVC, s'est cassé le col du fémur. Même avec l'AVC, ils s'en est remis. Pour vous dire que c'était un battant. Ouais, il tenait à la vie, Donc, tout simplement. oui, je pense qu'il tenait à la vie. Et donc j'ai fait des travaux à la maison, j'ai arraché la salle de bain, la baignoire et tout, j'ai fait une douche italienne, j'ai fait des trucs et tout. Hein. Et dans le genre, c'était il y a 1 an. Hein. Oui, on pourrait faire les travaux pour Mais j'ai investir. l'impression que vous auriez tout fait pour lui. Ah, pour mon père, oui. Ouais. Mais je pense que c'est aussi quelque part, comment dire, une manière de me racheter vis-à-vis de ma mère. Ma mère est partie il y a 26 ans. Et vous avez eu l'impression de ne pas avoir fait le nécessaire. Alors, écoutez, Daniel, voilà, c'est très simple. Je voudrais que vous restiez avec nous, mais on va devoir s'interrompre quelques instants le temps du journal. Donc surtout, vous restez en ligne, vous ne raccrochez pas, et je vous retrouve tout de suite après. Vous êtes d'accord ? Et pas de problème, Caroline. Bon, parfait, je compte sur vous. Merci. À tout de suite. Oui, je à tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Eh bien, il est minuit passé de 7 minutes. Nous allons continuer. Libre antenne toujours et bien sûr le 3921 pour nous rejoindre. Vous le savez, on parle de vous, de ce qui vous importe, de ce que vous vivez ou traversez, peut-être plus particulièrement en ce moment, parce que malgré les beaux jours de l'été qui s'annoncent, tout n'est pas toujours rose. Je suis à votre écoute, on parle et surtout on partage, c'est l'essence même de cette émission. Le 3921, 73921, en commençant par le mot nuit pour vos SMS et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, tout de suite avant le journal, nous étions avec Daniel. Daniel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Donc, je résume votre histoire pour les personnes qui nous prendraient en cours, enfin pour les auditeurs. Donc, vous avez ce soir un grand vide. Vous vous demandez pourquoi, pour qui. C'est aujourd'hui la fête des pères. Vous nous parlez de votre père qui est parti il y a 1 mois. J'imagine que ça doit être un moment difficile. Non, pas tant que ça. Non ? Non. C'est là que réside tout le paradoxe, c'est que je n'ai aucune. Je vais vous demander de vous rapprocher de l'appareil, oui, pour bien vous entendre. Comme je dis, c'est là où il y a le paradoxe, je n'ai aucune peine d'avoir perdu mon père. Oui, parce que vous, et pour lui et pour vous, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Pour moi, mon père a fini d'en baver. À la fin, c'était une catastrophe pour lui. Hein. Et je n'éprouve aucune peine. Après, comme je vous disais avant les informations, je pense que j'ai peut-être fait ça aussi pour me racheter de certaines erreurs que j'ai faites il y a 27-28 ans en arrière. Hein. J'étais en guerre avec ma famille, je suis parti et je suis rentré pour voir mourir ma mère. Ouais, et vous avez l'impression, quand vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait 25 ans que je ne suis mal, est-ce que c'est lié ? Je pense que oui, je pense que j'ai cessé de... Comment dire ? De vivre, on va dire. Mais alors, de quoi vous vous sentez coupable, Daniel ? D'avoir été une saloperie avec ma mère. Une saloperie ? Mais vous avez des mots très durs pour vous. Pourquoi une saloperie ? C'est des mots qui sont justes. Non, mais pourquoi une saloperie ? Pourquoi vous vous jugez si sévèrement, avec autant de cruauté ? Comment dire, j'étais en guerre avec ma famille, je suis resté longtemps sans donner de nouvelles.
Mes parents, à l'époque, ont fait une recherche dans l'intérêt des familles. Bon, j'ai tout fait. Quand les gens sont venus, comme quand la gendarmerie, tout ça, venus pour me voir, j'ai dit qu'ils n'avaient rien à dire. Moi, j'étais majeur, d'accord, majeur vacciné. Bon. Et je pense que ma mère était malade. Soit, ok, elle a eu le cancer des poumons. Hein. Ma mère, quelqu'un qui a eu, depuis tout gosse que j'ai connu, ma mère était très malade. Oui. Ça a commencé à ma naissance. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Vous vous êtes senti responsable de quelque chose? Surtout quand on est enfant, on a tendance à s'attribuer très vite tous les torts. Disons que ma sœur et moi, quand nous étions, en fin de compte, dans le ventre de ma mère, on formait une croix. Ah bon? Hein. Et ma tête posée sur le rein de ma mère. Et j'ai décroché le rein de ma mère. Mais Daniel, c'est pas votre faute. Je le sais que c'est pas de ma faute. Je le sais. Mais après, il y avait bien entendu. Après, il y a des choses qu'on sait, et puis qu'on sait très bien que c'est pas de ma faute. Mais après, on va dire que vous le portez. Voilà, je l'ai porté. Vous le portez comme une croix. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, plus. Mais c'est après. J'ai pas été un enfant facile non plus. Hein, des conneries, j'en ai fait plein. Hein. Oui, mais on dirait que vous avez cherché à échapper justement à cette faute qui aurait pesé sur vous. Peut-être inconsciemment, peut-être. Oui, comme si vous vous disiez voilà, je veux pas de ça, c'est pas moi, et vous faites autre. Enfin, vous voyez, vous rendez, vous faites des bêtises pour faire oublier la très grosse bêtise que vous auriez fait dans le ventre de votre mère. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Oui, peut-être inconsciemment, mais bon, je sais très bien que je ne suis pas fautiste, mais bon, donc tous les problèmes de santé de ma mère sont liés après à ce fameux décrochage de rein avec ma tête qui posait dessus. Oui, mais enfin, il a bien fallu qu'on vous en parle. Donc, si on vous en a parlé, tout ça, vous l'avez pas inventé. Si vous le savez, c'est parce qu'on vous en a parlé. Si on vous en a parlé, c'est parce que, d'une certaine manière, c'est comme si on vous rendait responsable. Un enfant, il le vit comme ça. Oui, ça n'a peut-être pas été dit dans ce sens-là, mais peut-être que, oui, peut-être inconsciemment. Après, bon, il y a d'autres choses que j'ai su bien des années plus tard. Comme le médecin avait dit à ma mère comment il fallait avoir d'enfant, et puis comme avec le problème là, à l'époque, ma mère est d'origine germanique. Ouais. Hein. Moi, je suis né aussi en Allemagne. Mon père était militaire français. Hein. Oui. Et les bonnes sœurs ont dit à ma mère, parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas un enfant qui aimait au monde, c'était un monstre. Donc mon père a foutu une dérouillée à la bonne sœur, et puis il a amené ma mère à l'hôpital militaire. Hein. Et c'est là qu'on a su que c'était des jumeaux. D'accord. Et quand ça s'est plus ou moins mal passé, pendant un moment, il fallait sacrifier un enfant. Et j'ai appris à l'âge de 16, 15, 16, 17 ans que normalement le sacrifié, ça aurait dû être moi. Ah voilà, ouais. Après, comme ma sœur était sur moi quand j'étais petit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand on était dans le ventre de ma mère, j'avais des poumons qui étaient non développés, qui étaient restés collés. Donc c'est un médecin colonel, un obstétricien qui a dit non, jamais personne n'est décédé, donc il a fait en sorte que je vive. Alors est-ce que c'est ça qui, depuis des années, peut-être que... En tout cas, vous le dites, vous le dites déjà, vous l'énoncez, donc je pense qu'il y a de ça en tout cas. Vous le vivez comme une faute, et depuis, c'est comme si on vous avait depuis toujours désigné, toi, tu es mauvais, et c'est comme si vous aviez fait en sorte de l'être au départ. Il est vrai que je suis le venin petit canard de la famille. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure à votre propos, mais moi je suis une enflure. Vous avez des mots durs, hein? Moi, quand je me présente, je dis moi c'est Daniel, dit Monsieur de l'Enfoiré. Ouais. J'ai l'impression que vous portez ça comme une tâche. Et il serait peut-être temps de vous pardonner quelque chose, une faute que vous n'avez absolument pas commise. Il y a d'autres fautes que j'ai commises derrière après. Oui. Sûrement. Mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est que vous faites tout pour réparer. Alors, vous vous êtes déjà tourné vers les associations, Daniel. Moi, je pense que ça vous ferait du bien d'aller parler, d'aller déjà raconter votre vie, parce que vous n'en parlez pas, mais je crois qu'elle doit être très intéressante.
Et de mais le problème, partager c'est avec que d'autres. dans ma vie, on va dire que j'ai des fantômes dans les placards, j'ai des trucs. Moi, quand je suis revenu il y a 26 ans en arrière, moi, après être parti et tout, je suis rentré dans la maison familiale. Pour moi, j'étais un étranger. Ouais. Et les premiers mots de ma mère, c'est je te pardonne. Vous voyez? Mais moi, je ne me suis jamais pardonné. Voilà. Pour une bonne et simple raison, c'est que je ne pardonne pas aux autres. Oui, donc encore moins à vous. Voilà. Rapprochez-vous de l'appareil, Daniel. Dites-moi, moi je pense que votre expérience, elle doit pouvoir servir à d'autres. Ce que vous avez vécu, malgré tout, c'est riche. Peut-être que vous pouvez partager tout ça. Peut-être que vous pouvez aider d'autres. Ça serait une bonne idée. Et ça serait peut-être une manière pour vous de vous pardonner, je répète, quelque chose que vous n'avez pas commis. Oui, j'ai des amis, quelques amis qui sont éduques et compagnie, et qui m'ont dit souvent, ils sont devenus éducateurs ou assistants sociaux pour réparer leurs erreurs. Ouais. Hein. Bon, moi j'ai fait une formation, j'avais commencé une formation cours d'emploi en tant que moniteur éducateur personne déficient visuel. Hein. Que j'ai arrêté quand j'ai su que ma mère était atteinte du cancer et que je suis rentré. Hein. Mais c'est vrai que c'est un boulot qui m'avait plu. Oui, et puis vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que vous aimeriez être aide pour les personnes en difficulté. Oui, en difficulté, mais plus en fin de vie, c'est trop dur. Ouais, ah non, plus en fin de vie, mais en difficulté. Vous avez beaucoup à apporter. On le sent, ça s'entend. Bah, disons que j'aime bien aider les gens, mais le problème c'est que je veux bien aider les gens, mais je veux rien en retour. Oui, mais Hein. on vous demande pas Euh, forcément. Vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est la réciprocité. Malgré tout, c'est ce qui fait la qualité du lien. Parce que vous seul, en train de donner et de ne jamais rien recevoir, les autres sont frustrés. Et puis ça oui, mais marche pas. c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est quand vous faites quelque chose, c'est donnant. Je fais ça, mais tu prends ça. Tu fais ça, mais tu prends ça. Mais c'est pas ça, mais tu fais ça. Mais c'est comme ça vient. Comme ça vient. On le décide pas. Vous aidez quelqu'un qui est dans la peine et puis un jour, quelqu'un aussi vous aide. On le décide pas. Oui, le problème, c'est que moi, je demande de l'aide. Là, j'ai besoin de parler parce que bon, mais l'aide, je n'en ai personne. Et j'arrive pas à parler aux gens. Là, c'est vrai que ça fait des années que je vous écoute. Tous les soirs, de toute façon, tous les soirs, je vous écoute depuis des années. Mais bon. Ah bah c'est bien Mais, ça. Merci de votre fidélité. Après, là, au téléphone, c'est plus simple. Mais aller voir quelqu'un pour lui dire ma vie, je pourrais pas. Ouais. Il y a des associations, vous pourriez raconter votre histoire, ça aiderait. Vos amis éducateurs, ils doivent vous dire aussi que quelquefois témoigner, vous voyez, j'aimerais que vous puissiez témoigner. Les témoignages, ça fait énormément de bien. Ça donne de l'espoir ou ça donne du courage aux autres. C'est ça à porter. Et puis Oui, ça vous redonnerait à vous confiance. Et puis ça donnerait aussi un sens à ce que vous pouvez vivre. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en quête de sens. Oui, je suis peut-être en train de rechercher quelque chose. Là, comme j'ai dit, là, pour l'instant, je suis en train de faire des travaux de rafraîchissement dans la maison du père. Bon, et je vis encore dedans, je suis encore dedans pour l'instant. Mais après, comme j'ai dit, après, on m'a dit qu'est-ce que je fais bien. Après, je m'en vais. Ah ouais, on Ou verra je sais ça. pas. On verra Ou ça. je sais pas. Ouais. Ça me dérange pas. Peut-être la Thaïlande, peut-être Mais peut-être que vous le pouvez, Laos. peut-être que vous pouvez aller aider même dans des organisations humanitaires. Peut-être qu'on a besoin de vos bras. Peut-être. Et ça donne un sens. De faire pour les autres, je vous rejoins, ça donne un sens, Daniel. Je suis assez d'accord avec vous. Parce que comme je dis maintenant, moi j'arrive à un âge, 56 ans en France, je vais trouver pour travailler. Non, Hein. mais... Je vous garantis quand vous allez voir les employeurs, si. si. On vous regarde, mais monsieur à votre âge. Ouais, mais pas quand on veut aider. Quand on veut aider dans les métiers, dans les aides à la personne, on a toujours besoin de personnes comme vous. Oui, mais il faut être diplômé. Il faut avoir une formation, il n'est pas trop tard. Oui, il faut faire une formation, mais les formations, elles sont très rares, hein, déjà. Hein. Et puis après, il y a des formations, il existe des formations qui sont payantes. Celles-là, on peut les faire quand on veut. Oui, ça c'est Mais sûr. bon, il faut avoir les ressources pour les faire. Écoutez, je pense que vous êtes ingénieux.
et que si vous avez envie de le faire, vous allez trouver un moyen pour y parvenir. Sinon, encore une fois, il y a les organisations humanitaires et quelque chose me dit que vous y auriez votre place. Alors ne baissez pas les bras. Hein. J'aimerais que vous vous intéressiez un peu à la question. Oui, oui, ça serait une idée, oui. Ouais. Je crois que le principal aussi, une chose qu'il y a, c'est que je ne m'intéresse pas à moi déjà. Ça va être difficile déjà de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Quelquefois, c'est à travers l'autre qu'on arrive à s'intéresser à soi. Voilà, c'est l'autre qui vous ramène à vous. J'ai pas dit qu'il fallait tout de suite que vous vous plaisiez, mais quand on sent qu'on plaît aux autres, plaire dans le sens on est accepté, on est voulu par eux, eh bien ça donne confiance et on a plus de facilité à se plaire à soi-même après. On porte sur soi un autre regard. Écoutez Daniel, je vous souhaite bon courage. Surtout, je vous remercie. Voilà, surtout, je suis touchée que vous nous ayez appelé parce que vous dites je me confie à personne et puis vous nous avez choisi, donc je vois là une marque de confiance et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Puis je vais essayer de voir ce que je peux faire du temps qui me reste, on va dire. Et il vous reste du temps, croyez-moi. À bientôt, Daniel. Au revoir. J'espère, j'ai dit à mon père dans 26 ans, je le rejoindrai. Donc ça fera 81 ans, ça ira. Et peut-être même plus tard, allez savoir. Oui, mais minimum. En tout cas, je vous le souhaite. Jusqu'à 120 ans. Au revoir. Oh, non, pas si loin. Allez, je vous remercie. Au revoir, Caroline. Mélissa avec nous maintenant. Bonsoir, Mélissa. Oui, bonsoir, Caroline. Je suis un peu intimidée, là. Je vais vous aider, vous allez voir, ça va très bien se passer. Bon, en tout cas, j'appelle en fait pour donner un message d'espoir, du moins j'espère. Ah. En fait, je voulais parler des violences psychologiques que j'ai eues dans mon couple, oui. Mon ex-couple, et j'ai réussi à les faire reconnaître en fait par la justice, ce qui est aujourd'hui très difficile. Waouh. Oui. J'ai très envie que vous me racontiez tout ça. Voilà. En fait, je suis restée, pour faire vite la petite histoire, tranquille. Je suis restée 15 ans avec cette personne. Oui. J'ai eu 2 merveilleux enfants. Bon, c'est déjà ça. Voilà, c'est la seule chose positive de ce qui m'en reste. Voilà. Voilà, sans m'en rendre compte, j'étais sous emprise, voilà. Et puis, 2 ans avant la rupture, j'ai fait une dépression. Oui. Sur le moment, je ne savais pas pourquoi. Et quand je vous dis dépression, c'est pas coucher au lit toute la journée et dans le noir. Ça donnait que je dormais plus. J'ai même eu une période où je n'arrivais presque plus à m'asseoir tellement j'étais dans l'agitation tout le temps. Oui. Je pleurais, je savais pas pourquoi. Des pleurs, hein, tout de même. Oui, quand même, oui. J'ai essayé des traitements qui ne marchaient pas, moi qui à la base n'étais pas pour, mais là j'étais dans un tel état qu'il fallait faire quelque chose. Ouais, vous n'avez pas eu le choix. Voilà. Et puis le jour où ça s'est terminé, bizarrement, ça allait beaucoup mieux. C'est-à-dire que le jour où la relation s'est terminée, c'est à ce moment, c'est ce jour-là. Il y a eu un point en moi en fait. Ouais, c'est ce qui vous a aidé. Voilà. Et ensuite. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé un traitement qui marchait. Ah tiens. Je voyais une psychiatre à l'époque qui était très très bien, qui m'a dit vous voyez d'où vient le toxique maintenant. Voilà. Donc en fait j'étais avec une personne toxique. Qu'est-ce que vous appelez toxique, Mélissa? Parce que vous avez parlé de relations d'emprise. Comment ça se manifestait? Moi, j'ai pas envie de mettre d'étiquette trop facilement. Donc, pour moi, toxique, ça me correspond dans le sens que c'est quelqu'un qui était toujours dans le dénigrement. Alors, je tiens aussi à dire c'était une violence dans le non-dit. C'est-à-dire que moi, il ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais frappé. Ouais. Et en fait, il m'a montré son vrai visage une fois que c'était fini. Là, par contre, j'ai eu droit aux insultes, enfin tout.
En fait, je pense qu'il savait qui il avait en face, entre guillemets, parce qu'en fait, il me connaissait pas dans le fond, hein, parce que c'est quelqu'un, oui, qui était toujours dans le dénigrement. Même pour moi là, c'est difficile de vous dire. Dénigrement, c'est-à-dire dénigrement de vous, il vous dévalorisait. Là, ça paraît anodin si je vous le dis comme ça, mais non, ça paraît pas anodin du tout. Non, je vais vous dire un exemple. On peut imaginer ce que c'est que de se réveiller tous les matins avec quelqu'un qui vous regarde de façon méprisante, condescendante ou hostile. Pour vous donner un exemple, bon, c'est pas ce que j'ai vécu moi personnellement, mais c'est une image qui m'a bien parlé. C'est un mari avec sa femme dans la voiture qui va pour se garer. Qui va pour justement partir. Et il cogne dans la voiture de derrière. Et il dit à sa femme, si tu t'étais pas garé hier ici, je me serais pas cogné. Voilà, c'est-à-dire que tout est de sa faute. Tout est de la faute tout était de ma faute. Tout. Voilà, il pleut, c'est à cause de vous. Voilà. Et d'ailleurs, ça continue. Hein, d'ailleurs, je suis fautive de tout. Mais oui, voilà, c'est exactement ça. Et puis quand à un moment, parce que et puis plus des discussions, enfin je dis des discussions, c'était pas des discussions, c'était il fallait qu'il me parle pendant des heures pour me démontrer que j'avais tort, que lui avait raison. Donc c'est des lavages de cerveau en fait. Ouais, que vous avez subi. Oui. Ah ouais. Mais on dirait que vous vous êtes laissé prendre un moment. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce sursaut ? Déjà, j'ai eu 5 ans à m'avouer à moi-même que je ne l'aimais plus. Donc, vous imaginez, à moi-même. Hein. Ouais. Et puis, un jour, ça a été un déclic. Ça a commencé à être un peu le déclic. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, mais quelle image je donne à mes enfants du couple ? Parce qu'on n'était plus du tout un couple. Hein. On était colocataires. Hein. Ouais. Et puis j'avais tout essayé. Et puis il y a eu ce dernier été où je lui ai dit, écoute, étant donné que tout ce que je fais ça va pas, là je vais te suivre. C'est-à-dire que c'est toi qui décides tout pendant les vacances. Et là il m'a montré que même comme ça ne va pas. Ah. Et plusieurs petits déclics en me disant, mais le jour où il n'y a plus les enfants, moi j'ai plus rien à faire avec lui. Enfin voilà, ça a été plusieurs petites choses. Et à la fin, je vous interromps, Mélissa, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, et j'ai besoin de vous poser la question, comment vous étiez-vous rencontrés ? Quel âge aviez-vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez choisis l'un l'autre ? Alors là, déjà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour ça, mais en tout cas, notre relation a commencé dans une chose qui n'était pas dans mes principes. Voilà. Ah. Déjà ça. Et donc déjà, c'était contre votre volonté, on va dire ? Non, je peux pas dire ça. Non, c'était pas dans mes principes. Contraire à vous. Voilà. En temps normal, j'aurais pas été avec lui. Bon. Voilà. D'accord. Et puis, je sais pas, il y a peut-être une faiblesse à ce moment-là de ma part. Je vois non, mais attendez, il s'agit pas de vous accuser. Vous savez, c'est pas ça dont il est question. C'est pas du tout ça. Mais vous tenez 15 ans. 15 ans, c'est pas rien. C'est une vraie tranche de vie. Donc, peut-être que vous vous êtes rencontrés, il vous a séduit, peut-être qu'il a déclenché quelque chose chez vous, peut-être que vous avez eu au fond un amour irrépressible et puis on tombe pas toujours amoureuse des personnes qui nous correspondent. Peut y avoir tout un tas de raisons. Je suis restée 15 ans avec lui parce que moi je me suis accrochée à la famille en fait. Vous vouliez que ça marche. Voilà. Et lui, évidemment, forcément, si j'y suis restée 15 ans, c'est que quelqu'un paraît me donner quelque chose, il me donnait un mirage. Sauf qu'en fait, il me donnait rien du tout. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, une fois que c'était fini, je suis restée 15 ans, enfin, peut-être pas 15 ans, on va dire, pour être gentille, 13 ans, toute seule. Oui. Et puis, ça s'est réveillé, en fait, surtout à partir de mon premier enfant. Vous analysez la situation avec beaucoup de lucidité. Vous vous êtes... il y a eu cette psychiatre, bien sûr, mais vous êtes fait aider, sinon en fait, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand ça s'est fini, en fait, c'est lui, à la base, ça aussi, ça me parle bien. Il est parti, soi-disant, parce que je parlais mal.
Ah, Donc moi, je ça, lui ai dit, oui. écoute, moi, je ne veux pas que tu me parles mal, donc ça c'est fini, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Sachant qu'avant, il y avait une danse un peu entre nous, il faisait un peu celui qui allait partir, et puis moi, je le retenais, qu'on parle et tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était que du blabla. Et il est revenu de force. De force? Oui, je vous dis bien de force, parce que, en fait, il est parti 3 jours, donc je pense qu'il a dû s'attendre à que je lui recours après, et je ne lui ai pas couru après, justement. Et il est revenu de force dans l'appartement, et on avait, alors ça aussi, c'est un cas où c'est pas évident du tout, on était les deux sur le bail. Oui, bien sûr. Donc, je ne pouvais pas les mettre dehors. Je ne pouvais pas changer les serrures, légalement, je ne pouvais rien faire. Non, mais vous pouviez déménager. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, si on déménage, Oui. il faut se renseigner, et moi, c'était mon cas. Oui. On avait le contrat, je sais pas quoi, là, de solidarité. C'est-à-dire que si le bail est renouvelé, par exemple, au moment où vous vous séparez de votre compagnon, voilà, en fait, vous êtes autant redevable que lui du loyer jusqu'à la fin du bail. D'accord. Jusqu'à l'autre renouvellement, en fait. Donc en fait, vous deviez. Si simple. Ouais. Non, c'est pas si simple. Donc vous deviez forcément passer par une procédure, quelle qu'elle soit. Ah, mais il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de rien procédure, il n'y a rien à faire. Quand on n'est pas marié, en fait, moi, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que il y a eu un moment, j'ai porté plainte. Et de là, je raccourcis beaucoup l'histoire. Parce parce que je vous dis, avant ça, j'ai eu la garde alternée sous le même toit. La garde alternée sous le même toit. C'est ça, oui. C'est encore. Je suis tombée sur un JAF, un juge des affaires familiales, qui a su qu'il y avait des violences. Parce qu'à un moment, j'avais appelé la police pour dire qu'il avait failli me coincer les doigts dans la porte. Ah oui. Évidemment, quand ils sont venus, c'est mamie qui a ouvert la porte avec un coup de sourire. Donc les policiers m'ont regardé, genre pourquoi vous nous avez appelés, c'est calme ici. Voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que ce juge des affaires familiales n'a pas dû lire mon dossier, carrément, parce que sur le moment, elle a demandé à monsieur pourquoi. Oui, parce qu'entre-temps aussi, il m'avait enlevé les portes pour que j'ai pas d'intimité. Oh. Je vous passe les détails. Et donc, le juge lui demande, mais monsieur, pourquoi vous avez enlevé les portes? Comme j'ai failli lui couper les doigts avec les portes, pardon, j'enlève les portes. Voilà sa réponse. Malgré ça, j'ai eu la garde alternée sur le même toit. Donc pour moi, il n'a pas lu le dossier après. Donc à l'époque, je faisais énormément de main courante. Ça aussi, c'est super important, c'est de choisir un bon avocat. Bah oui, je crois, parce que ce que vous dites, ce que vous décrivez, tout de même est assez terrible. Oui, et la première fois, j'ai eu une avocate qui n'était pas du tout à la hauteur. Donc voilà, je me suis retrouvée dans cette situation. Donc forcément, pour monsieur, ça voulait dire, vous maltraitez madame, la justice vous dit de continuer. Voilà. Donc là, ça a été crescendo. Évidemment, j'ai eu droit avec un petit sourire, jamais je te toucherai, du genre, tu pourras pas porter plainte. Et puis un jour, il m'a poussée. Et j'ai été tout de suite porter plainte. Non, excusez-moi. J'ai d'abord fait une main courante et une semaine après, j'ai porté plainte. Parce qu'il faut savoir que moi, pendant 1 an, je tapais à toutes les portes en disant là, mes enfants sont en danger, parce que je vous passe les détails, ce qui n'est pas des détails. Mais il m'insultait devant les enfants, il leur disait des horreurs. C'était pire que d'être dénigré, ça. C'était rabaissé en permanence. Non, mais là, c'est quand c'était terminé. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il n'y avait plus moyen qu'on soit ensemble. Donc là, il n'y avait plus rien à perdre. Là, ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était l'appartement, c'est tout. L'appartement. Ouais. Il a voulu me demander la garde alternée pour l'appartement. Ouais, pas pour les enfants. Les enfants sont en quel terme aujourd'hui avec lui? Écoutez, on va dire, parce qu'il a exercé énormément d'emprise avec notre fille, où elle aussi, elle a été dans une souffrance, que pareil, quand j'ai réussi à avoir un autre appartement, et que j'ai aussi encore redemandé la garde, que j'ai obtenu la garde classique après. Il disait carrément aux enfants, si votre mère demande la garde, je vous vois plus. Ah ouais.
il a dit aussi qu'il allait se suicider. Enfin bon, il a tout fait. Hein. Il a tout fait. Donc ma fille, en fait, et puis il faisait tout pour que ma fille, ça se passe très mal avec moi. Donc tout était de ma faute. Et c'est là aussi où je voulais dire qu'il faut vraiment s'entourer, parce que vivre ça seul, c'est pas possible, ne serait-ce que pour les enfants. Donc j'ai été voir les psychologues, CMPP. Enfin voilà. Et là, ça commence à aller mieux. Là, ça y est. Ça commence seulement. J'ai l'impression que vous êtes épuisé, que ça a été le parcours du combattant. Ah, ça a été. Là, ça commence à... Oui, là, ça a été. Parce que se retrouver... En fait, je me retrouvais... ça, c'est le pire de tout. Le corps de mon enfant en face de moi avec les paroles de mon ex. En fait... vous aviez l'impression que votre ex parlait par sa bouche. Voilà. C'est pas l'impression, c'est que quand elle revenait de chez lui, c'était à chaque fois des crises pas possibles. Ouais, ça doit être assez difficile à vivre. Voilà, donc on peut pas lui en vouloir parce que non, elle est petite. Voilà. Et puis comme vous avez parlé à juste titre de relation d'emprise, donc ce qui a valu pour vous a valu pour elle. Voilà. Et quel âge ont vos enfants, Mélissa? 10 et 12. Ils sont petits, hein? Ouais. Et quand je suis arrivée, c'était 7 et 9. Ah là là. Ah. Et puis quand il était en garde à vue aussi, parce que... Garde à vue? Bah oui, parce que quand j'ai porté plainte, à un moment, ils m'ont demandé si je voulais faire la confrontation. Oui. Bon, ça, il faut savoir que quand on va porter plainte, il y a du temps qui se passe. On m'a tout de suite demandé, c'est ça que je voulais dire, c'est ce qui, je pense, m'a sauvée. On m'a demandé si je voulais aller à l'UMJ, c'est-à-dire l'unité médico-judiciaire. L'UMJ, oui. Oui. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, parce qu'on me l'a conseillé, de très bonnes personnes me l'ont conseillé, parce que sinon, moi, en fait, j'avais un bleu. Bon, je minimise, mais c'est déjà trop. Hein. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais pour moi, j'imaginais que j'avais pas à y aller. J'imaginais que c'était des femmes archi battues avec les côtes cassées. Et moi, je me disais avec un petit bleu. Et on m'a dit si, allez-y. Et en effet, j'y suis allée et je suis tombée sur un médecin qui a compris la situation, qui a vu aussi dans quel état j'étais, parce que j'ai tendance à être dans le déni. Oui. Parce que c'est ce qui m'a protégée, hein, sinon je devenais folle. Hein. Et donc, pour vous dire, en fait, dans la justice, à partir après 8 jours d'ITT, c'est considéré grave. Enfin, pas non plus. Enfin, ça dépend du nombre de jours, mais bon, moi j'en avais 10. Tout à fait, j'ai compris. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et en fait, c'est ça. Il pouvait dire ce qu'il voulait après au tribunal. Il y avait ce rapport d'expert. Et c'est en ça que je dis qu'il faut absolument que les personnes qui sont dans cette situation y aillent. Oui, parce que c'est ce qui permet après de faire reconnaître le préjudice. Voilà. Et puis, puis ça peut vous aider pour la suite, prendre en considération et que les décisions penchent de votre côté. Voilà. Voilà. Mais c'est surtout... Enfin oui, et puis bon, ces personnes-là savent bien mettre en avant que c'est une querelle comme une autre. Enfin, vous voyez, alors que c'est pas ça du tout. Oui. Enfin, les personnes toxiques. Et ça aurait pu passer pour une séparation compliquée simplement, et puis voilà. D'ailleurs, pendant 1 an, là, comme je vous ai dit, comme je commençais à vous dire, avant que je réussisse à que enfin ça bouge la situation, je frappais à toutes les portes, et je peux vous dire qu'à chaque fois, on m'écoutait, puis on me disait mais il vous a touché avant qu'il me violente. Hein. Et je disais non. Et à chaque fois, c'était Mais il y a d'autres formes de violence. Oui, mais comme c'est pas reconnu encore, enfin, on voit. Quand même un petit peu maintenant. Le harcèlement moral existe. Oui, je suis d'accord. La preuve, je suis d'accord avec vous, mais quand j'ai été justement porter plainte, déjà il a fallu que je me batte pour porter plainte. Oui. Mais bon, après ça dépend des commissariats. Il faut savoir aussi qu'on peut aller dans n'importe lequel. Oui. C'est pas seulement selon son lieu de domicile. Et puis j'ai parlé de harcèlement moral. On m'a dit non, ça n'existe pas, madame.
Et ça, c'était en 2014. Hein. Ça n'existe pas, madame. C'est le harcèlement moral, c'est seulement dans le milieu du travail. Non, non, pas du tout, ça existe. Ah oui, je aussi. sais bien, mais à l'époque, il m'a confirmé que c'était ça. Enfin bon, vous voyez, les juges, on voit qu'ils sont pas du tout, pas assez formés du tout par rapport à ça. Mais ça peut devenir extrêmement complexe, la vie. Je sais bien. Extrêmement complexe. Non, mais je vais dans votre sens. Et les juges, en réalité, ils sont formés à l'école de magistrature. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient au fait de toutes, les manipulations et perversions qu'un être humain peut infliger à un autre. Parce que moi, encore là, j'ai eu droit, parce qu'en plus, après, il a fait appel. La première fois, il a été jugé coupable. Il a fait appel. Et à la cour d'appel, j'ai quand même eu encore droit. Pourquoi vous avez attendu une semaine pour porter plainte? À chaque fois, aux deux procès, j'ai eu ça. En gros, pourquoi vous avez patienté tout ce temps, quoi? C'est fou, hein? Voilà. C'est fou. Mais parce que quelquefois, et les juges ne tiennent pas compte, parce que vous décrivez très bien cette situation de déni. Et puis, pourquoi le déni? Parce qu'on est aussi dans la culpabilité. Et vous l'avez dit aussi, je n'allais pas aller à l'IMJ parce que il y a des femmes qui subissent des traitements et des violences autrement pires que les miennes, et moi, j'y ai pas ma place. Voilà. Ouais. Et puis pour moi, il y a encore, je pense, beaucoup le côté, si on n'est pas battu, il n'y a pas de violence conjugale, alors que si. Alors que si, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se termine bien, Mélissa. Oui, non, mais en tout cas, des personnes, si elles se reconnaissent dans une situation compliquée, il faut surtout couper le huis clos. Ouais. Et, parce qu'ils sont droits pour qu'il y ait un huis clos et qu'on ne puisse pas parler. Et puis, aller à l'UMJ s'ils peuvent, quoi. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir pris le temps, la peine de nous raconter tout ce que vous avez vécu. Je crois que beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices, en tout cas, qui nous entendent, comme vous dites, peuvent se reconnaître dans votre témoignage. Et je pense que c'est bien. C'est bien de témoigner de cette façon. Je vous en remercie, Mélissa. Merci beaucoup, Caroline. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis c'est Eric qui est avec nous maintenant. Bonsoir Eric. Bonsoir Caroline. Voilà, je voulais pas réagir par rapport à Daniel tout à l'heure, parce que notre histoire n'est pas... Oui. Voilà, tout à fait. Notre histoire est tout à fait différente. Si ce n'est que j'ai 55 ans. Oui. Le même âge, donc. Et j'ai perdu mon papa il y a 2 mois. Ah oui, très similaire, oui. Enfin, très similaire, en tout cas dans les fêtes. Voilà. Là, aujourd'hui, je réagis parce que c'est la fête des pères. Oui. Et pour moi, c'est la première année où je ne pourrais pas fêter la fête des pères. Et c'est douloureux. Et c'est très douloureux. Très douloureux parce que nous sommes une famille, on était très unis. Enfin, nous sommes très unis. Et en fait, tout le monde a pensé on va dire au patriarche, au papa, au grand-père, à l'arrière-grand-père. Il avait 80 ans. Quel âge, pardon, j'ai pas... 80 ans. Il est parti subitement. Et pour nous, c'est très difficile de vivre cette période-là, toute la famille. Il est parti subitement, c'est-à-dire que vous n'y étiez pas préparé? On n'était pas préparé, non, tout à fait. On a eu une chance énorme, extraordinaire. C'est que il a fait un infarctus massif. Oui. Et on lui a fait la surprise. Excusez-moi. Non, mais on lui a fait la surprise parce qu'il a eu 80 ans le 6 avril. Oh là là. Il est décédé le 16 avril. Et tous ses petits-enfants sont venus le voir. Nous, les enfants, mais bien entendu. Et tous ces petits-enfants de France sont venus le voir
à l'hôpital. Ouais. Et ils ont pu le voir une dernière fois. Donc il a été très entouré. Oui. Il a été très entouré, mais... Ça a été brutal pour vous. Oui. Ouais, pour moi, moi je suis son fils. On a de la chance, on est du sud de la France. Ouais. Ils sont du nord de la France. Et tous mes enfants du sud sont montés dans le nord pour le voir une dernière fois. Et moi, ça m'a touché parce que tout le monde est monté. Tout le monde est monté. Ils sont venus lui rendre hommage. Voilà. C'est dire le père, le grand-père et l'arrière-grand-père, je crois qu'il a été. Tout à fait, oui. 13 petits-enfants. Combien vous dites ? 13. 13. Donc, vous aviez, si j'ai bien compris, des frères et sœurs. Tout à fait. Ouais. J'ai perdu mon frère à l'âge de 30 ans. Oh là. Donc, on a... En plus, il était là au mariage du fils de mon frère. Oui. C'était le 14 janvier. Il était très bien. Tout se passait bien. Et puis, il nous a quittés. Voilà. Mais il est parti sereinement. J'ai l'impression que vous vous êtes bien séparés. Pour moi, je le considère maintenant comme mon Dieu céleste, mon Père céleste. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que vous avez un guide. Voilà. Ouais. C'est une image magnifique. C'est ce que je ressens. Ouais. Ce que moi que mes enfants ressentent. Bon, c'est pas encore la même démarche. Ouais. Mais il n'empêche que le fait de voir qu'ils puissent voir tous ces petits-enfants, c'était pour moi un réconfort. Oui, bien sûr. Même pour lui. Finalement, voilà, c'est ce qui donne un sens à la vie, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le fait de voir ces petits-enfants du Sud, comme il disait toujours, mes petits-enfants du Sud, pour lui, ça a été une joie immense. Et moi, quand je l'ai quitté la dernière fois, je savais que je ne le reverrais plus. Oh là là. Alors, je reçois aussi un SMS très émouvant. J'ai souhaité la fête à mon papa de là où il est et ça m'a aidé. Il me manque tous les jours, il était mon guide et mon chemin. Voilà, là où il est. Mais je crois que là où il est, on ne sait pas, là où il est, de toute façon, il est en vous. Ouais. Il est surtout en vous et pour toujours. Oui. Bon, c'est vrai qu'on protège maman parce que il nous reste maman. Oui. Bon, on l'aide au maximum. Bon, moi, malheureusement, je suis à 1000 km de maman, de ma mère. Ouais. Donc là, je vais remonter parce que je suis... Mais vous l'appelez, vous lui parlez? Ah oui. Tous les jours? Tous les jours. Bon. Tous les jours, je l'appelle parce que j'ai besoin de lui parler pour la rassurer. Pour la sentir là aussi. Oui. Et puis lui dire, maman, écoute, maman, t'es pas toute seule. Maman, t'es là. Je suis là. Nous sommes là. Oui, nous sommes là. Parce que vous êtes... Avec mes sœurs, nous sommes là. Ouais. Avec ses petits-enfants, nous sommes là. Ses arrière-petits-enfants. Elle vit auprès de quelqu'un, elle est toute seule, elle vit... ses filles. Elle a mes sœurs, mais bon, le problème, c'est que mes sœurs, mon beau-frère, malheureusement, un travail qui le prend beaucoup et il n'est pas souvent dans le nord de la France. Mon autre sœur, elle est plus présente puisqu'elle travaille à côté de l'île. Et sinon, les petits-enfants, ils passent. Bon. Les petits-enfants passent. Donc ça permet justement d'avoir un contact avec elle. Et qu'elle puisse se sentir entourée. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Là, aujourd'hui, je vais faire une anecdote qui peut être souriante. C'est que
une des petites filles avait même oublié d'appeler son père pour essayer de souhaiter la bonne fête des pères. Et elle est venue voir sa grand-mère pour dire « Papy nous manque ». Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est dire à quel point votre père, il a occupé sa place. Ah, il avait la place du patriarche. Oui, mais c'est parce qu'il était de nature à la prendre aussi. Vous savez, ça ne se fait pas par hasard, ces choses-là. Non. Alors du coup, mamie, elle a dit, maman a dit, appelle ton père au moins. Oui, ça serait déjà bien. commence par là. Bon. Voilà, tout à fait. Ouais. Et vous, quel père vous êtes, Eric ? Eh bien, écoutez, nous sommes une famille recomposée. Moi j'ai 3 enfants, ma compagne 3 enfants. Et malheureusement, un divorce conflictuel a fait que je me suis retrouvé avec 2 enfants qui sont proches de moi et une qui est proche de sa maman. Bon, voilà. Mais ça, vous savez que c'est pas irrémédiable, c'est pas inéluctable. Non. Et que si vous vous manifestez constamment, de façon très régulière, vous pouvez être persuadé, soyez-en sûr, elle va revenir. Elle va revenir parce que tous les enfants savent très bien faire la part des choses. Et s'il y a un truc qu'ils sentent, c'est quand ils sont aimés. La preuve. La preuve, regardez-vous et regardez le témoignage magnifique que vous nous livrez. Je vous remercie, Eric, et puis je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Voilà. Et merci de votre appel. Bonne soirée. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Notre émission s'achève et vous allez tout de suite retrouver Europe 1 Music Club avec Émilie Mazoyer et Jean-Philippe Ballas. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. À demain.